Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, le chapitre de la gestion des deniers publics dans le dernier rapport en date de la Cour des comptes. Celle-ci vient en effet de publier son rapport annuel concernant les années 2019 et 2020. Objectif, l'application de disciplines budgétaires et contrôler bien sûr la gestion des collectivités territoriales, des entreprises publiques et autres organismes publics toujours. Sur bien sûr la base des missions de contrôle effectuées, le rapport a ainsi souligné quelques contraintes, appelons-les ainsi, qui entravent le bon fonctionnement de la justice financière au Maroc. Est-ce que la justice financière, on en parlera pendant l'émission. Sans oublier que ce rapport dresse un ensemble d'observations et de recommandations pour justement améliorer la gestion et la performance de nos organismes étatiques. Plusieurs secteurs sont passés au crible, mais nous allons nous focaliser ce soir sur le volet contrôle de l'utilisation des deniers publics, ce qui est en soi le véritable rôle de la Cour des comptes, qui est dotée d'une dualité juridictionnelle qui permet à celle-ci d'assurer la fonction d'ordonnateur du comptable public. Ces attributions, selon le rapport, exigent une mise au point du cadre juridique afin qu'il soit en adéquation avec le nouveau contexte financier public, pour reprendre, n'est-ce pas, les termes du dit rapport. De quoi s'agit-il concrètement? Quel réel impact sur la gestion des finances publiques à l'avenir, et comment le citoyen peut-il bénéficier de cet assainissement financier? Quel est le rôle de l'actuel gouvernement? Nous aurions en tout cas souhaité faire participer les partis de la majorité de ce gouvernement comme de l'opposition, mais aucun parti que nous avons contacté n'a été en mesure de désigner un représentant sur ce plateau. J'ai en revanche l'immense plaisir d'accueillir les invités qui ont, eux, accepté l'invitation au débat. Bonsoir, professeur Hassan Arafi. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur de finances publiques à l'Université Mohamed V à Rabat. Bienvenue à vous. Merci. Également, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau ce soir de questions d'actu Youssef Nasseri, analyste économique. Bonsoir Youssef Nasseri, merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, professeur Arafi, comment, pourquoi sont opérées ce genre de missions d'audit de la Cour des comptes? Merci de votre invitation. Je salue les téléspectateurs. D'une manière nécessairement synthétique, la Cour des comptes, c'est une institution constitutionnelle qui est prévue par le chapitre 10 de la Constitution. Et c'est une institution qui incarne ce qu'on appelle le contrôle supérieur des finances publiques. C'est-à-dire c'est l'organe suprême qui contrôle les finances publiques à travers la Cour des comptes comme service juridictionnel central et les cours régionales des comptes. Sa mission principale n'est pas une mission répressive, comme pourrait laisser entendre le terme cour ou juridiction. C'est une juridiction spéciale ayant pour objectif de contrôler l'utilisation des deniers publics. Son rôle, il est amplement normatif. C'est-à-dire que l'objectif principal de la Cour des comptes, ce n'est pas la répression, mais c'est l'amélioration et la correction. La correction et l'amélioration. Pour ce faire, le législateur et le pouvoir constituant a confié à la Cour des comptes plusieurs métiers que, je pense, le humble citoyen doit le connaître. Absolument, oui. Ben, c'est l'occasion pour justement. Oui, voilà. Donc, d'abord, quels sont les justiciables devant la Cour des comptes? Donc, ce n'est pas comme toutes les juridictions de droit commun. Les justiciables, ce sont les gestionnaires publics, notamment l'ordonnateur, qui est le donateur de l'ordre public, ou un ordre public qui concerne une opération financière de recettes ou de dépenses. Quand on parle d'ordonnateur d'ordre public, il s'agit là de ministères? Soit des ministères, des présidents de conseils des collectivités territoriales, un DG d'établissement public. Bon, toute personne ayant la compétence de signer des ordres de recettes ou des ordres de dépenses, de paiement. Et donc, il y a aussi les comptables de l'État, les comptables publics, que ce soit les comptables du Trésor ou des comptables spéciaux, et aussi des contrôleurs financiers, sont tous des justiciables devant la Cour des comptes. Mais également, toute personne peut être justiciable devant la Cour des comptes si elle retombe dans ce qu'on appelle, et quelque chose qui n'a pas été évoqué par le rapport, ce qu'on appelle la gestion de fait. C'est-à-dire? La gestion des faits, c'est-à-dire il y a des personnes qui peuvent s'immiscer dans la gestion des deniers publics sans qu'il aille l'habilitation pour ce faire. Alors, donc,
C'est un peu compliqué. Voilà, donc, moi personnellement, je ne comprends pas. Donc j'imagine que les personnes qui sont devant leur écran ne comprennent pas non plus. Peut-être avec un exemple concret, on peut tout simplement, se rapprocher imaginons par exemple cette question de gestion de fait. C'est quelque chose qui passe parfois inaperçu. Et on n'a pas une tradition jurisprudentielle comme la France en la matière, mais peut-être dans l'avenir, ça c'est un dossier qui va émerger un jour. La gestion de fait, c'est-à-dire pour manier les deniers publics, il faut que vous ayez la qualité de comptable public. Pour avoir la qualité de comptable public, il faut vérifier une triptyque. La prestation de serment, une nomination officielle et la souscription d'une assurance. Donc parfois, il y a des personnes qui manient des deniers publics sans qu'elles aillent soit tous les trois critères. C'est une réalité aujourd'hui chez nous, Maroc. Ça peut arriver, oui. Je ne peux pas le confirmer, mais je vous donne un exemple. Ouais. Supposons qu'un haut responsable qui a un projet avec une agence internationale pour la construction la réalisation d'un projet public. Oui. D'accord ? Il se peut qu'ils, dans le cadre de leur contrat, en méconnaissant la réglementation de la comptabilité publique, qu'ils ouvrent un compte bancaire en dehors du circuit budgétaire. C'est une gestion de tête. Ce n'est pas un crime. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas retomber dans des chevauchements, donc, ce n'est pas un crime, mais le législateur a considéré que c'est une sorte d'entorse à l'orthodoxie de la comptabilité publique. Bon, je ferme la parenthèse parce que c'est un peu compliqué. Pour revenir juste à la méthodologie, justement, la méthodologie de travail de cette juridiction chargée du contrôle supérieur des finances publiques, qui est la Cour des comptes, comment il travaille, quel est le rôle des cours des comptes régionales et comment tout cela est centralisé au sein d'une seule et unique Cour des comptes. D'accord. La Cour des comptes a connu une évolution logique dans son travail. Bon, alors, il était une simple commission nationale des comptes à la fin des années 80, et puis il a été érigé en Cour des comptes, et puis il a été constitutionnalisé en 1996, et puis en 2003, il a connu une grande réforme de sa législation en adoptant le Code des juridictions financières qui a donné lieu à une structure centrale qui s'appelle la Cour des comptes avec des chambres, etc. Il y a des structures. Et les cours régionales des comptes, dont la mission principale, c'est le contrôle supérieur des finances locales, en particulier. Donc, comment il travaille? Qu'est-ce qu'il fait, la Cour des comptes, pour que nos téléspectateurs comprennent qu'est-ce qu'il faisait, la Cour des comptes? La Cour des comptes, à mon avis, il joue un rôle très, très, très important, parfois qui est méconnu par le grand public. Peut-être qu'il est méconnu parce que ces rapports-là, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils ont un impact et un résultat. On entend beaucoup de défaillances qui sont soulevées dans plusieurs rapports de la Cour des comptes, et c'est les mêmes défaillances qui reviennent dans tous les rapports. Enfin, pas les mêmes, je ne généralise pas. Il y en a beaucoup, notamment dans des secteurs clés sociaux. Chose qu'on peut souligner dans ce rapport qui était écrit avec un style très réaliste, le dernier. C'est-à-dire, on a remarqué que la Cour des comptes, elle est en train de se faire adresser des critiques à elle-même en ce qui concerne les approches de travail, en disant que, par exemple, le manque d'efficacité dans le jugement en matière de discipline budgétaire et financière, l'impact des jugements, etc. Seulement, il y a quelque chose à préciser. C'est que le législateur, en distinguant entre la Cour des comptes et les juridictions à caractère pénal, ce qu'on appelle les juridictions correctionnelles ou ce qu'on appelle les chambres des crimes financiers. Ça, c'est un volet. Parce que, pourquoi je disais que le rôle de la Cour des comptes, moi je le vois beaucoup plus important que le rôle des juridictions répressives. Pourquoi? Parce que d'après les statistiques, ou d'après une appréciation générale, je ne vais pas dire des statistiques, les concussions, le détournement des fonds publics, les trafics d'influence ou tous les crimes à caractère financier ne représentent que 5 à 10% de l'ensemble des malveillances aux deniers publics. La majeure partie des deniers publics est dilapidée pas à cause de la criminalité financière, mais à cause de la mauvaise gestion. Mais est-ce que c'est répressif Est-ce que ça pourrait être normalement, selon le droit, ça pourrait être remis en question devant la loi, de mal gérer les deniers publics? Le problème, c'est qu'on n'a pas, par exemple, si on s'inscrit dans la propre logique du citoyen, ce qui l'intéresse, c'est un bon service public. C'est ça, exactement. Un service public de qualité. Malheureusement, notre législation, il n'y a pas une loi
qui incrimine la non-qualité. Voilà, c'est ça le point. C'est là où le rôle de la Cour des comptes. Parce qu'un juge répressif, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre en tôle, des pénalités, le remboursement de l'indu. Ça, c'est pour les détournements. Qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer la situation? C'est le rôle de la Cour des comptes. Est-ce qu'il est pris en compte? Parlons de la Cour des comptes. Alors, je pense. Est-ce que les recommandations de la Cour des comptes sont prises en compte? Je suis l'activité de la Cour des comptes depuis 10 années et je remarque qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Pourvu qu'ils donnent des résultats. Je pense il ne faut pas demander à la Cour des comptes de courir plus que les autres. Non, c'est pas Mais ce que je veux dire, c'est que, d'abord, c'est l'administration la plus encadrée au Maroc, à travers son corps de magistrats et un corps de magistrats hautement spécialisé. Oui. Deuxièmement, on remarque qu'il y a une évolution qualitative au niveau de leurs rapports. Et donc, on remarque que les rapports, chaque année, ils commençaient à attirer l'attention sur des aspects. Le fait, pourquoi je dis c'est normatif? Lorsqu'il adresse un rapport de contrôle de gestion, c'est le métier principal de la Cour des comptes. Il est en train d'adresser des remarques, etc. Peut-être c'est ce qui attire le plus la presse, etc. Mais le plus important, ce sont les recommandations de la Cour des comptes. Justement. C'est un auditeur spécialisé qui est en train de formuler des recommandations. Et il y a une chose que la Cour des comptes avait adoptée et qui est quelque chose de très important, c'est qu'il est en train de suivre avec les justiciables, c'est-à-dire les personnes qui sont soumises, les personnes morales, les organismes qui sont soumis à son contrôle, de transformer les recommandations en plan d'action et en assurer le suivi. Peut-être dans le cadre dont on va revenir là-dessus. Nous allons y revenir. Mais c'est très important, parce que je ne parle pas que du diagnostic quand j'évoque ça. J'évoque aussi les recommandations. Oui, parce que peut-être ce qui est attrayant pour la grande population, c'est de la répression. Non, le changement peut-être. Non, je ne dirais pas la répression, mais le changement vers le mieux. Qu'est-ce qu'une justice financière, Youssef Nasseri? Qu'est-ce que la justice financière, telle que, bien sûr... c'est un peu aussi le rôle de la Cour des comptes, c'est de mettre en place un cadre pour une bonne gestion, ou en tout cas une justice financière au Maroc. Si vous permettez, avant que je réponde à votre question, j'aimerais bien juste rebondir sur quelque chose. C'est vrai que, et là je m'inscris totalement avec votre question, c'est vrai que Monsieur Tout-le-Monde n'attend pas seulement le rapport. Il n'est pas à nier que la qualité des rapports d'année en année, il s'améliore, et surtout la qualité des recommandations. Ça, tout le monde le reconnaît. Mais je crois que les 4 dernières années, la Cour des comptes elle a commencé à comparer ce qui était réalisé avant avec les recommandations et avec le plan d'action. Mais je crois que ce qui leur manque, c'est cette force d'obligation à l'administration de mettre ce plan d'action. Et je crois que tout le mal, elle est là, parce que on suit ça de plus près. Je crois que le travail fait par la Cour des comptes, elle est 1000 fois mieux et précis et adapté à la réalité de l'administration marocaine, notamment que ce soit sur l'analyse, que ce soit sur les recommandations, mieux que le bureau d'études internationaux, parce qu'il s'inspire, parce qu'il suit de plus près les procédures. Mais ce qu'il y a, c'est ce suivi-là, c'est les actions à mettre en place. Et je crois que ce qu'il faut mettre, c'est un organisme de suivi et de la mise en place des actions et des recommandations. Qui ne dépendent pas de la Cour des comptes, ou qui dépendent de la Cour des comptes. Ça dépend des moyens humains et financiers de la Cour des comptes. Pour moi, personnellement, si c'est une entité qui va être sous tutelle de la Cour des comptes, ça va être mieux. Parce que c'est eux qui ont émis les recommandations, ils vont pouvoir mettre en place les KPI nécessaires pour le bon suivi. Mais sinon, je crois qu'il faut qu'il ait au moins une entité de suivi de plus près, parce que c'est ça, on voit que depuis surtout les 10 dernières années, les rapports ils sont beaucoup plus critiques, ils sont beaucoup plus percutants, mais malheureusement, on ne voit pas dessus. On voit notamment le rapport. Je donne un simple exemple, par exemple, le plan Maroc vert. La Cour des comptes, elle était très critique, mais on n'a pas vu
quelles sont les actions correctives qui sont mises en place dans le nouveau plan qui est émis par le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est des choses-là dont on a besoin. Très bien. Alors, revenons à la justice. La justice financière. Je crois que la justice financière, c'est tout simplement cette possibilité de mettre l'argent public là où il faut, sans dilapidation, sans perte. Et surtout, on sait qu'on a des entreprises publiques dont leur rôle est de gagner aussi de l'argent. Je crois que cette question-là, elle est importante. On pourra en débattre. Quelles sont les contraintes, justement, à cette justice financière? Je crois que les contraintes, il y en a plusieurs. Je crois, à mon humble avis, principalement des lettres de mission bien précises pour des entreprises publiques bien précises. Notamment, on voit qu'on a des entreprises publiques qui sont sous tutelle d'un ministère. Cette notion de tutelle, je crois que le rapport l'a mentionné plusieurs fois, elle est ambiguë. Sous tutelle, c'est le ministre qui préside le conseil d'administration. C'est le ministre qui préside le conseil d'administration, mais il n'y a pas de lettre de mission précise, par exemple, pour le directeur général et pour les administrateurs. Et ça pousse à des ambiguïtés, ça pousse à des procédures diverses parfois. Est-ce que c'est le secteur qui prime ou bien c'est le procédure du ministère de tutelle? Et je crois que les DG et les PDG d'organismes publics, ils se perdent un petit peu dans cette situation-là. Très bien. Qui se perdent, ce sont les deniers publics aussi qui se perdent malheureusement, dans ces process. Alors, beaucoup d'insuffisances, n'est-ce pas, ont été relevées par rapport à ce rapport, de la Cour des comptes. Que peut-on dire d'emblée sur la gestion des projets publics et notamment de ces projets publics en difficulté? On en dénombre quelques 2600. Qu'est-ce que ça veut dire un projet public en difficulté, selon, bien sûr, l'audit de la Cour des comptes? Bon. D'abord, je veux que nos téléspectateurs comprennent une chose. Dans l'action de la Cour des comptes, il y a deux volets. Il y a un volet purement juridictionnel, dans lequel il vérifie les comptes. C'est ça. À travers lequel il peut, la vérification des comptes, il y a un volet d'audit, ce qu'on appelle le contrôle de gestion, dans lequel il essaie de jouer le rôle de l'auditeur de l'État. C'est ça. Que ce soit de l'action publique ou des programmes publics ou d'une action publique. Ça dépend. Bien entendu, les missions de la Cour des comptes, dans ce cas, ils ont un caractère extra-juridictionnel et qui peuvent se transformer en action juridictionnelle au cas où ils peuvent retomber sur des cas qui sont prévus en matière de jugement de discipline budgétaire et financière. Donc, alors, les remarques qui sont dressées par la Cour des comptes au niveau du rapport, il faut les scinder en deux. Il y a des remarques qui concernent la vérification des comptes. En ce qui concerne les comptes des comptables publics, il a adressé pas mal d'indicateurs là-dessus. Et des remarques qui concernent les audits effectués ou les missions de contrôle effectuées à la fois par les services, les chambres de la Cour des comptes et les chambres régionales de la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'il faisait, la Cour des comptes, quand il se déplace? Tout simplement, et c'est ça ce qui fait le distinguo de la Cour des comptes par rapport à plusieurs institutions publiques qui font de l'évaluation d'une manière générique. Est-ce qu'on peut comparer cela au Conseil économique, social et environnemental? Le Conseil, il fait des études. Par exemple. Il fait des études, il ne fait pas des audits. Non. Parce que le terme générique, c'est l'évaluation, mais on peut évaluer de différentes manières. Mais la Cour des comptes, il fait un contrôle empirique. Ce sont des magistrats qui se déplacent, mais ils ne se déplacent pas en tant que magistrats. Ils se déplacent en tant qu'auditeurs. D'accord. Auditeur, c'est-à-dire un contrôleur de gestion, si vous voulez. Pas de la gestion. C'est le contrôleur de la gestion, pas contrôleur de gestion. Et donc, ils se déplacent. Les projets, ils voient d'un côté la procédure, est-ce qu'il a été respecté? C'est parce que la plupart des projets, ils sont initiés via une procédure de la commande publique. Ça peut être une gestion déléguée, ça peut être un marché public, ça peut être un contrat de droit commun, etc. Ça peut être un PPP qui n'existe pas jusqu'à l'heure actuelle. Et quand il examine tout le cycle du projet, tout le cycle de vie du projet. Sa planification, son exécution, les modalités de suivi,
et ses résultats. Le problème qu'il y a, et ça a été souligné dans le rapport, c'est l'exécution. C'est la gestion axée sur les résultats qui faisait défaut. Ils l'ont dit, la Cour des comptes. L'exploitation. Il disait qu'on fait de contrôle. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ça dans le rapport. On voit beaucoup de crédibilité dans ce rapport parce que la Cour des comptes, elle est en train de remettre en cause son approche de travail. Il disait qu'on faisait beaucoup d'efforts. 1600 et quelques d'arrêts, une mobilisation intense des magistrats. Et, in fine, on peut reprendre le dicton américain « Where is the beef ?» Où est la viande? Après tout ce travail colossal. C'est le résultat. C'est le résultat. Qu'est-ce qu'on attend? Parce que la Cour des comptes, elle se trouve désarmée des moyens de pousser les gestionnaires à être plus centrés sur les résultats, sur la performance. Parce qu'on peut avoir un marché qui est respecté d'une manière très minutieuse en termes de procédure. Mais le résultat sur le terrain, il est défaillante et crève les yeux chez les citoyens. Et vous ne pouvez pas poursuivre le gestionnaire pour la non-qualité. Et ça, c'est un grand problème. La Cour des comptes n'est pas en mesure. Et donc ça, c'est la responsabilité politique. Nous y venons. Nous y venons. Une réaction peut-être par rapport à ces insuffisances en termes de résultats, ou en tout cas, c'est peut-être même un changement de mindset qu'on soit axé plus sur les résultats que sur la manière d'atteindre, n'est-ce pas, ces résultats. Là, je suis parfaitement d'accord que notre mal, c'est qu'on n'est pas axé sur le résultat, mais on est axé sur le respect de la procédure. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que même avec toute la bonne volonté du monde, du directeur général, par exemple, d'un organisme ou d'une agence, ou bien d'une entité publique, il se peut qu'il soit très compétent, il se peut qu'il soit axé résultat. Mais parfois, ce qui prime, c'est la procédure pour lui. Et malheureusement, je crois que, par exemple, je parle dans le domaine social, là où j'interviens beaucoup, on voit qu'on est beaucoup plus sur la gestion des chiffres russes. Combien on a fait de projets, combien on a accompagné de coopératives, mais on ne part jamais jusqu'où. Quel impact sur la population. Absolument. Quelle est la pérennité de ces coopératives ou de ces personnes. Et on en parle, par exemple, avec des directeurs d'agences, par exemple, des directeurs de centres d'investissement, avec des chefs de division de la direction de développement humain, qui est la DAS, division de l'action sociale dans les préfectures. Mais parfois, on trouve que le problème, elle est dans la procédure elle-même qui bloque que le responsable ait cette approche résultat. Et donc, je crois que on doit profiter de cette digitalisation qu'on est en train de mettre en place pour faciliter la tâche à ces administrateurs, pour faciliter la tâche à ces directeurs généraux. Parce que parfois, ils ont les mains liées. Et malheureusement, parfois, il y a quelques-uns dont l'incompétence qui règne parce qu'on les trouve beaucoup plus des administrateurs, beaucoup plus que de techniciens, beaucoup plus que des vrais managers. Des managers, absolument. C'est-à-dire une vision managériale. Certains même évoquent une vision managériale au sein même du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui devrait adopter plus une... Pourtant, ce ne sont pas les managers qui manquent dans la composition gouvernementale. Mais en tout cas, dans la gestion de la chose publique, on demande, plusieurs observateurs, d'ailleurs sur ce même plateau, voient que l'approche managériale est beaucoup plus efficace qu'une approche purement politique / administrative. Bien sûr, parce que l'approche managériale, comme a dit mon collègue, elle est orientée résultat, elle est orientée impact, elle est orientée même optimisation. Même dans l'exécution. Même dans l'optimisation. Parfois, on trouve des gestionnaires de la finance publique. Pour lui, il faut que le budget soit dépensé, sinon il va être revu à la baisse l'année budgétaire qui suit. Malgré qu'elle a des justifs pourquoi il n'a pas dépensé ces budgets. Donc ces éléments-là, je crois que... D'ailleurs, l'exécution justement du budget reste le parent pauvre dans les politiques budgétaires, on va dire, bien sûr, notamment ministérielles. Et quand il est exécuté, on parle... Donc c'est les chiffres russes qui intéressent beaucoup plus que le résultat. Très bien. Alors, juste parce que quand on parle de ce chiffre de projets publics en difficulté, de 1600, est-ce que c'est vraiment en difficulté? Est-ce qu'ils n'ont pas vu le jour? Est-ce que c'est une question de résultat? Comment peut-on comprendre ce chiffre? Ok. D'abord, il ne faut pas oublier que si le rôle de la Cour des comptes,
il concerne l'exécution des projets. Mais il ne faut pas oublier que les problèmes d'exécution, ils résident dans la planification de ces projets. C'est ça. Et ça, ce n'est pas le rôle de la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes n'a pas un contrôle d'opportunité. En amont. Oui, en amont. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme on dit بالعربية قال له على الشطح خرج من الخيمة عوج. La planification et l'exécution. Donc, d'accord, est-ce qu'on fait des bons choix publics? C'est la grande question. Est-ce qu'il y a une bonne priorisation des projets et des programmes? Chaque département, il se considère le plus stratégique au sein du gouvernement. Si vous demandez au ministère de l'Intérieur, il vous dit je suis la plus importante parce que c'est la sécurité. Si vous demandez au ministère des Habous, il vous dit moi je contrôle 12 millions qui fréquentent les mosquées et je suis en train de... Et donc il y a ce qu'on appelle dans l'école de public choice, il appelle la rivalité des programmes. C'est pas propre au Maroc, hein, puisque vous parlez en anglais. Aux États-Unis, c'est pire. C'est pire. On sait très bien. Maintenant, il faut que le gouvernement ait un leadership qui devrait créer cette... Maintenant, on a des programmes publics, mais est-ce qu'on a une politique publique? Maintenant, on a un département qui Exactement, c'est ce que j'allais rebondir sur ça. On a un département qui est destiné à l'évaluation de la politique publique, des politiques publiques. Quoique, ce n'est pas sa mission, l'évaluation des politiques publiques, je le disais toujours et je vais le redire encore une fois. Vous l'avez très bien expliqué, article d'ailleurs de la Constitution. Moi, j'ai des réserves quant à l'intitulé du ministère. Le gouvernement n'a pas la compétence d'évaluer une politique publique, mais d'en assurer le suivi. Il peut évaluer les programmes et les projets et les actions, mais l'évaluation de politique publique telle que définie, telle que indiquée par la Constitution, du ressort du Parlement. C'est l'institution et la société civile qui peut participer à l'évaluation. Il n'a pas conféré cette mission au gouvernement. Ben bon, ce n'est pas notre sujet. Même la Cour des comptes, dans l'article qui prévoit, je pense que c'est l'article 71, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement de numéro d'article, 74, quelque chose comme ça, qui prévoit la mission de la Cour des comptes en matière de contrôle de gestion. Il dit qu'il y a l'évaluation des programmes et des projets. Le législateur était très précis pour qu'il ne s'immisce pas dans les attributions ou les compétences du Parlement. Maintenant, si on veut que les choses marchent très bien, il faut qu'il y ait un bon partage des rôles au sein des institutions de l'État. La Cour des comptes, elle fait son travail parce qu'elle contrôle l'utilisation des finances publiques en termes de gestion, etc., mais en aval. Mais qui contrôle la planification? Il y a bien... Ces projets de loi ou les autres projets sont discutés en conseil ou pas en conseil. Vous savez qui contrôle? Qui doit contrôler ceci? C'est l'électeur. Et indirectement, c'est le Parlement. C'est l'électeur, c'est la responsabilité politique. Parce qu'un gouvernement, il devrait être le porte-parole du peuple et qui traduit la volonté du public, du peuple. Et donc, ça, c'est le rééquilibrage du système politique. C'est ça ce qui est responsable. Quand le gouvernement il présente un programme, il faut que, si ce programme a la légalité ou a la constitutionnalité, il faut qu'il soit pourvu suffisamment de légitimité. Alors, en même temps, le gouvernement a largement la majorité au Parlement. Donc l'un dans l'autre, même pour évaluer la politique gouvernementale ou politique publique, l'un dans l'autre, c'est pas le rôle de l'opposition aujourd'hui, bien qu'il y ait certaines voix qui s'élèvent pour critiquer justement l'action gouvernementale, bien qu'elle n'a que 6 mois d'âge. Les Allemands étaient très rationnels là-dessus, en créant ce qu'on appelle le gouvernement des juges. La Cour des comptes, l'équivalent de la Cour des comptes en Allemagne, il a un contrôle en amont sur les projets publics. D'accord. Mais, dans les systèmes à tradition démocratique, donc en disant que chacun il joue son rôle, et donc normalement, quand je dis l'électeur, c'est le Parlement. Et c'est le Parlement qui devrait statuer sur la hiérarchisation des programmes et de l'action gouvernementale. C'est là où le problème, où réside le grand problème. Mais lorsqu'on adopte des projets et des programmes, c'est fini. Maintenant, c'est la question, est-ce qu'on a bien exécuté? Si vous trouvez que, par exemple, pas loin de chez nous, il y a des communes, des collectivités territoriales qui ont construit des... مثلا نشوفوا في المحمدية. Il a le théâtre qui est classé le 2e après l'opéra de l'Égypte. Il n'a jamais fonctionné.
Et je suis de Mohammedia, je peux en témoigner. Il n'a jamais fonctionné. Et donc, la question est là. Qui a planifié? Est-ce qu'il y a une reddition des comptes là-dessus? La Cour des comptes ne peut pas lui dire vous ne pouvez pas construire votre théâtre. Si vous le construisez, il faut le construire conformément à la réglementation. Mais il y a une question principale. Est-ce qu'on a besoin de théâtre? C'est ça. Pour qui? Qui va répondre à cette question? Et qui est redevable devant qui? Justement, la responsabilité incombe à qui et comment assurer une reddition des comptes sur la planification des projets? Puisque vous dites que l'exécution, bon, c'est un des freins, mais le frein principal, et où on ne peut pas parler de résultats si on ne parle pas déjà de plan. Je crois que ça a été bien dit, si on définit bien les rôles de chaque institution, le fait qu'on ait une majorité au Parlement, ça doit être une opportunité, une chance, et pas un feu vert de faire ce qu'on veut. Est-ce que c'est le ressenti que vous avez aujourd'hui? Ah non, absolument pas. Je n'ai ni le ressenti de planification, ni le ressenti de contrôle de la politique publique. Ma question a été surtout, est-ce que vous pensez que c'est une opportunité aujourd'hui d'avoir cette large majorité au Parlement? Dans l'absolu, ça doit être une opportunité par le gouvernement d'avoir, c'est de l'autocritique, c'est de l'autocorrection pour le gouvernement si on jouait vraiment le rôle d'un parlementaire. Parce que le fait d'être une majorité, ça ne veut pas dire applaudir à tous les programmes du gouvernement. La logique veut que quand on voit quelque chose, par exemple le théâtre à Mohammedia, il a besoin d'un théâtre. Mais le problème, c'est l'emplacement choisi pour ce théâtre. Il était choisi à côté d'un souk, c'est bjin souk, bjin bjotia. Et c'est pour ça qu'il n'y a ni stationnement, problème de stationnement, problème d'accès, problème de sécurité la nuit, etc. Donc c'est la planification de la mise en place du programme. Et là, on revient. On a parlé aujourd'hui, je me permets de donner les exemples là, dans mon secteur, là j'interviens, dans le social. Le social, oui. Par exemple, il y a aujourd'hui un programme, des études qu'on fait pour les communes et pour les préfectures, ce qu'on appelle le programme de développement, le PPDH, le programme de développement humain. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'important et de très intéressant à mettre en place, pas seulement pour les communes et les préfectures, mais aussi dans les politiques publiques. En résumé, ce programme, c'est quoi? On a un budget, au lieu de construire, par exemple, un théâtre, par exemple, à Mohammedia, dans la commune Al-Alia, on va dire que la commune de Al-Alia est là un théâtre, donc cet argent, on va le mettre ailleurs. Et l'étude, par exemple, je donne un simple exemple. On fait l'étude, par exemple, on fait de l'étude sociale dans une commune. On dit qu'on a, par exemple, dans cette commune, il y a une très grande majorité de femmes célibataires. On a une majorité de personnes à besoins spécifiques. Et donc, au lieu de venir construire une école primaire qui existe juste à côté et qui n'est même pas à 60% de sa capacité, on dit qu'on va construire des centres pour les autistes, pour les femmes célibataires, pour les veuves, etc. Donc je crois que c'est cette flexibilité que doit avoir le gouvernement. Et là, je rejoins de dire qu'on doit avoir ce manager qui va coordonner l'action des ministères pour... Donc c'est ce qu'on appelle la vision intégrée, comme ça a été cité dans le rapport de la Cour des comptes. C'est cette vision intégrée qui nous manque. Qu'est-ce qu'une vision intégrée, pour qu'on parle avec des choses qui nous rapprochent un peu plus de la réalité? Vous faites bien de rappeler des projets pour qu'on puisse vraiment comprendre. Je vous donne un simple exemple. Un programme intégré, je donne par exemple dans l'action sociale. Aujourd'hui, on a l'INDIH qui agit avec les porteurs de projets, avec les coopératives. On a ajouté l'année dernière le centre régional d'investissement qui font la même chose. Ils accompagnent les porteurs de projets, ils accompagnent les entrepreneurs et les coopératives aussi. Donc là, je crois que c'est un double travail fait par le même ministère de tutelle. Je crois que les centres, je ne dis pas qu'ils ne le font pas bien, pour que ça ne soit pas mal compris. Ils le font bien, mais l'INDIH, elle a acquis une dizaine, sinon une quinzaine d'années d'expérience qui a donné ses résultats. Donc, il faut continuer cette voie. Et au lieu de mettre le même budget pour la même action, sachant qu'on a de la coopération internationale qui font la même chose, c'est-à-dire dans une même préfecture. Je donne l'exemple de la région Marrakech-Safi.
On a la Banque mondiale qui accompagne les porteurs de projets, les mêmes porteurs de projets, c'est-à-dire la même catégorie de porteurs de projets. On a une coopération, 3 ou 4 coopérations étrangères, allemandes, américaines et belges, qui fait la même chose. Et dernièrement, il y a même une coopération italienne qui fait la même chose dans la région de Safi et aussi dans la région de Frey Ben Salah pour essayer de réduire la migration de ces zones-là. Donc, une vision intégrale, on va dire qu'il y a un organisme qui sait et qui fait bien l'accompagnement des coopératives et des porteurs de projets et des auto-entrepreneurs. Donc, donnons à notre organisme soit le complément de ce programme, par exemple l'accélération, par exemple, de ces programmes qui ont réussi, l'accompagnement post-création, ou bien faire un programme d'intégration au marché. Parce que le grand mal de cette catégorie de projets, c'est l'accès au marché. Faisons un programme de l'internationalisation de ces projets, de ces coopératives. Donc, c'est cette complémentarité qu'on appelle un programme intégré et intégral. C'est-à-dire, pour un gouvernement, pourquoi on a plusieurs ministères qui font la même chose ? Pourquoi on a plusieurs agences qui font la même chose? On regarde par exemple l'enseignement. C'est en soi une mauvaise gestion financière. Mais bien sûr, parce que je me rappelle quand on a discuté après la présentation à Sa Majesté du rapport de nouveau modèle de développement économique, j'avais émis une crainte. Et j'ai dit que je crains que pour ce nouveau modèle de développement économique, on va mettre en place une agence pour le déploiement. Alhamdoulilah, ça n'a pas été fait. Parce que chaque fois qu'on met un programme, on met une agence. Et donc l'argent, au lieu qu'il parte sur le terrain, dans l'opérationnel, elle part dans le c'est même pas dans le support, elle part dans les métiers, dans le... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui au Maroc, messieurs, on a trop d'agences? Ah oui, absolument. En s'arrêtant sur ce point, je pense qu'il y a déjà une stratégie qui se prépare pour cette question des établissements publics, ce foisonnement parfois inutile des établissements publics. C'est des établissements publics, excusez-moi si je peux vous interrompre, ce sont des établissements publics qui dépendent de ministères et qui font finalement la même chose que font des task force et des départements ministériels. Je ne veux pas citer de nom d'agence, mais c'est une perte d'argent quand même. Et on a besoin de cet argent cette année. Si on prend ça, ce qu'on appelle le système d'agencification, ça c'est un style dans le New Public Management, le nouveau management public, et qui est bien réputé, par exemple, dans les pays scandinaves. Dans les pays scandinaves, il y a ce qu'on appelle l'agencification de l'État. C'est-à-dire quand vous trouvez un ministère, le ministère il est constitué de 70 fonctionnaires. C'est ce que j'allais dire. Uniquement le pilotage. Mais l'exécution des actions, elle est conférée aux agences. Mais on essaye de faire ceci. Mais on a le même scénario, mais on n'a pas la même mise en scène. Exactement. La mise en scène, elle exige un instrument extrêmement important qui n'est pas mis en œuvre chez nous. C'est la contractualisation entre l'État et ses établissements publics. Il existe des contrats depuis les années 80. Le ministère de l'Équipement a déjà, et je veux bien que la Cour des comptes se pencherait sur ce phénomène un jour, parce que depuis 1983 qu'on pratiquait la contractualisation État des établissements publics. Mais en fait, c'est un contrat adhésion, c'est-à-dire toujours la supériorité de l'État sur les établissements publics. Où sont les résultats? Même l'appellation pour les établissements se tutelle. Il ne faut pas s'inscrire dans cette logique. La gestion axée sur les résultats signifie que l'État il doit déployer les moyens si l'établissement public il est financé en partie par les subventions de l'État. C'est ça. Et je vous donne les subventions en fonction des résultats. C'est ça. Et vos établissements publics, soit vous allez faire gagner de l'argent, surtout que si vous êtes un établissement public à caractère industriel ou commercial, soit que vous êtes comptable, soit je dois te vendre. Ou fermer. Non, pour moi, c'est simple. Ce que j'ai dit au début, c'est qu'on a des agents... Pardon de vous interrompre. Pardon, allez-y. Désolé. Non, je vous en prie, Nasseri. Je pense que l'idée est claire. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a des agences qui sont sous tutelle, mais la tutelle, elle est de nom et de contrôle mais ils n'ont pas cette autonomie de gestion. Elle a cité l'exemple du pays scandinave. J'ai travaillé avec le Suédois pendant 5 ans, 6 ans. Déjà, le nombre de ministères, il est presque 3 fois moins. On ne se compare pas. Donc ça, le nombre de fonctionnaires dans chaque ministère, je peux dire qu'il est 100 fois, même plus, moins que nos fonctionnaires. Mais
ils travaillent par sous-traitance. Quand les agences, ils travaillent par projet, ils n'ont pas de durée de vie indéterminée, c'est par projet. C'est par projet. Par exemple, j'ai assisté à la reconstruction de la capitale Stockholm. L'agence, c'est comme l'agence Burgerag, par exemple. La durée de vie de l'agence de Burgerag, c'est l'aménagement de la vallée. Et à ce moment-là, c'est des objectifs bien précis, c'est des résultats attendus bien précis. Et que fait le ministère de tutelle ? À la fin de l'année, c'est comme un vrai conseil d'administration. Et là aussi, on peut revenir au conseil d'administration de quelques administrations publiques et agences publiques qu'on a. On a des administrateurs, externes. Des administrateurs externes. Mais est-ce que vous croyez un administrateur externe, quand c'est le ministre qui préside, il va pouvoir te dire. Donc c'est là aussi, c'est des éléments qui... C'est pas le but, hein. Oui, c'est pas le but, mais... C'est ça, il faut définir c'est quoi être sous tutelle d'un ministère. Est-ce que c'est le regard de contrôle? Est-ce que c'est juste le budget et les subventions émanent seulement de ce ministère? Je crois qu'il faut clarifier cette relation. On a des agences et des établissements publics qui ont des PDG. À qui rend compte ce PDG? Au ministre. Je crois que non. Normalement, il reste toujours sous tutelle parce que politiquement, le ministre reste responsable sur le secteur. Absolument. Parce que politiquement, le ministre reste responsable aussi bien sur les services centraux administratifs et sur les établissements sous tutelle. Au cas où demain on aura un problème avec les chemins de fer, on va auditionner le ministre de l'Équipement et de Transport. On ne va pas auditionner le directeur... Le président-directeur général de l'ONCF. Bon, il peut comparaître devant les commissions parlementaires, mais politiquement, la responsabilité revient au ministre intéressé parce qu'il y a une responsabilité politique derrière. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'utilise pas l'aphorisme de Balzac. Il faut être simple et non simpliste. Parfois, il faut choisir pour des choses très simples. Ce n'est pas la peine de compliquer inutilement les choses. Parfois, on complique. On a des établissements publics qui se considèrent un État dans un État. Je ne vais pas citer des exemples. On a des établissements publics qui se trouvent comme vraiment sous tutelle et se considèrent toujours comme un service relevant des services centraux. Il y en a beaucoup, surtout les établissements publics à caractère administratif. La grande question, pourquoi je vais créer un établissement public? Qu'il en ait la raison. D'autant plus, il y a des établissements publics qui sont créés par des procédures dérogatoires, qui ne sont pas dérogatoires, c'est-à-dire par une procédure spéciale. Rabat aménagement, qui est créé par un décret. Vous avez on l'a régularisé la situation qu'une année après, etc. Donc, vraiment, on ne crée pas une agence pour échapper du cheminement complexe de la comptabilité publique. On crée une agence pour réaliser des résultats concrets sur le terrain, qu'il aille de la redevabilité. Mais le problème... Vous pensez que la réforme, justement, des établissements publics est sur la bonne voie? Parce qu'il y a une réforme des établissements et entreprises publiques. Ce qu'on appelle les EEP. Je pense qu'une réforme, il le faut. Parce Elle est déjà en cours. Depuis le rapport Jouary de 1975 jusqu'à là, il n'y a pas une réforme des établissements publics. Aujourd'hui, les établissements publics ne devront pas être un fardeau financier sur l'État. Donc, je ne crée pas un établissement public à caractère industriel et commercial qui devrait faire profiter de l'argent à l'État, que l'État intervient toujours. Parfois, des ressources dont profite l'agence, elle dépasse largement ses besoins. On a quelques agences qui bénéficient de 9 taxes parafiscales alors qu'elles n'en ont pas besoin. Et donc, ça, c'est une grande problématique de la gestion, d'autant plus que en termes de budget, le budget principal de l'État, au sens générique, n'est pas dans le budget général de l'État. Il est chez les établissements publics. Si on prend les 200 milliards d'investissement... les 240 milliards d'investissement. L'État, qu'est-ce qu'il en a? Même pas 80 milliards s'il est intégralement dépensé. Vous dites l'État, vous parlez du gouvernement, des ministères. Le reste,
éviter les 13 milliards qui sont destinés aux collectivités territoriales. Le reste, c'est entre les mains des établissements publics. Et donc, il y a beaucoup de choses à clarifier dans ce sens. Est-ce que ces établissements publics, ils ont des plans d'action bien clairs? Mais qui? Quoique l'arrêté, la loi sur le contrôle financier de l'État ou l'arrêté portant organisation comptable et financière des établissements publics, il prévoit qu'il y ait des plans d'action. Mais de quel plan d'action parle-t-on? Mon collègue a parlé tout à l'heure d'une chose extrêmement importante, c'est qu'il ne suffit pas de me donner des chiffres russes, de me donner des indicateurs d'activité. Combien de dépenses vous avez exécutées? Qui sont aux normes, n'est-ce pas, qui respectent toutes les procédures. Il faut donner des indicateurs qui intéressent le citoyen. Et parfois, il ne faut pas faire émerger le citoyen dans des chiffres parfois cacophoniques. Il y a une chose qu'on a manquée, et je pense, dans une prochaine réforme de la loi organique des finances, il faut y penser. Aujourd'hui, on continue à réfléchir en termes de secteur. C'est faux. On ne peut pas réaliser. Je ne pense pas que le ministère qui est mis en place parviendra à réaliser les objectifs en créant une direction une direction générale chargée de l'évaluation des politiques publiques, en méconnaissant la notion de mission. Aujourd'hui, on ne connaît pas les missions de l'État, on connaît les secteurs. Pourquoi? Vous m'avez posé une question tout à l'heure sur la question des projets, etc. Si on prend l'abondance scolaire, qui est un phénomène monstrueux au Maroc, la page 80, j'ai lu le diagnostic qui a été fait dans le cadre de nouveaux modèles de développement. Il y a des chiffres qui crèvent les yeux. 7,8 des scolarisés abandonnent l'école. C'est-à-dire, au bout de 3 ans, vous avez 1,5 million dans la rue. Dans la rue, oui. Ça, ça fait éclater la cervelle. Alors, est-ce que l'abondance scolaire est la responsabilité exclusive du ministère chargé de l'Éducation nationale? C'est faux. Parce que le ministère, il peut construire des écoles, mais les communes et le ministère chargé de l'équipement n'ont pas mis la chaussée ou la piste rurale qui peut aider l'enfant à aller à l'école. Il n'y a pas de transport. Et ce ne sont pas les attributions Et donc, le raisonnement en termes de politique publique exige une analyse matricielle, une perception matricielle. C'est-à-dire, nous avons une action publique qui peut être gérée par un département. Nous avons des actions publiques, une autre action publique qui peut être gérée par 17 départements. L'eau. C'est l'exemple le plus frappant, d'autant plus qu'on est en année de il faut les acteurs. Est-ce que ces acteurs, c'est pas question de conseil de gouvernement, est-ce que avant de penser à un projet, c'est le but aussi, quand ils se réunissent, ces ministres, c'est de discuter, c'est de débattre autour des projets de loi qui sont présentés devant eux. On revient à l'exemple scandinave. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Il y a des contrats horizontaux et des contrats verticaux. Les contrats horizontaux, c'est-à-dire 2 ministres, ils ont un projet en commun, ils définissent ce qu'on appelle le diagramme logique de résultat. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'imputabilité. Voilà, le résultat numéro R11, c'est toi qui en es responsable. Le résultat R1, c'est moi qui en est responsable. Et on signe un contrat. Quels sont les moyens mobilisés? Quels sont les objectifs et les résultats R1? C'est la contractualisation entre départements. Les départements. C'est même plus la contractualisation entre le ministère et l'agence. Ce n'est pas le rôle que jouait aujourd'hui la direction de budget et le chiffrement. Ils jouent un rôle de leadership, c'est-à-dire une sorte de régulation des programmes publics. Et c'est ça ce qui fait réussir les programmes. Parce qu'on réfléchit, on donne suffisamment de temps pour réfléchir à un projet avant de l'initier. Parce que moi, en tant qu'observateur, parfois, quand faire un grand projet qui a été inauguré, comment il est né, et parfois ce projet équivaut la moitié du budget des ministères. Il n'a jamais été discuté au Parlement, personne ne sait de quoi s'agit-il, etc.
et puis on vient, on l'inaugure. C'est de la faute aussi aux parlementaires. Un dernier mot, messieurs, pour revenir à ce rapport de la Cour des comptes et aux recommandations. Quel est le rôle aujourd'hui du gouvernement actuel, pour mettre en place un meilleur cadre de gestion des deniers publics, de gouvernance, et surtout pour coller à ces recommandations de la Cour des comptes? Je crois que ce gouvernement, il a deux grandes chances et deux opportunités. La première, c'est le nouveau modèle de développement économique. Donc, ce gouvernement, a priori, il n'a même pas besoin de programme spécifique. Il a besoin juste de déployer le nouveau modèle de développement économique, mais de le déployer avec une vision intégrée et une vision de manager et une vision. L'exemple donné tout à l'heure, c'est ça l'exemple type d'une vision intégrée, d'une planification intégrée. C'est-à-dire que le gouvernement, il doit travailler par projet. Et quand on prend un projet, on voit les intervenants, et ces intervenants, c'est eux qui vont constituer l'équipe de projet, et on aura besoin d'un manager. Deuxième opportunité qu'a ce gouvernement, c'est effectivement ce rapport de la Cour des comptes avec les recommandations qui sont données. Je crois, si ce gouvernement, il met juste les actions correctives. Vous pensez qu'en écoutant le programme gouvernemental, est-ce que vous pensez qu'il va déjà dans le sens des recommandations du nouveau modèle de développement? À ma connaissance, non. Et je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau et dans d'autres... d'autres... Oui, absolument. En tout cas, sur Média TV. Donc, vous pensez que déjà, c'est mal parti par rapport aux recommandations du nouveau modèle de développement, puisque, selon vous, est-ce que puissent-elles aussi, ces recommandations, arriver aux oreilles de l'exécutif? C'est l'appel qu'on lance. Saisissez ces opportunités-là. Vous êtes juste à 6 mois du début de mandat. Donc, il est toujours temps de corriger le tir et de s'approprier et le nouveau modèle de développement économique, d'autant plus que le rédacteur de ce rapport, il fait partie de ce gouvernement, monsieur président de la commission. Le président de la commission, donc il fait partie de ce gouvernement. Donc, il faut saisir ces opportunités-là et corriger le tir, notamment que la conjoncture, elle devient de plus en plus difficile. Difficile, internationale et aussi nationale. Merci beaucoup, Youssef Nasseri. Un dernier mot, professeur Arafi, pour finir. Mais brièvement. Je pense qu'il est temps de lever le slogan « Travailler plus, c'est pas travailler mieux ». Le fait de maximiser les actions ne signifie pas que vous êtes dans la bonne voie. Il faut que ces actions soient cohérentes, pérennes et bien réfléchies. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Si je me permets juste un dernier appel, c'est que saisir l'opportunité de fusionner le nombre interminable d'agences qui travaillent dans le même secteur. C'est justement, ça rentre un peu dans le cadre de la réforme des établissements et des entreprises publiques. Merci beaucoup, Youssef Nasseri, professeur Arafi. Merci d'avoir enrichi cette discussion ce soir. Merci à vous. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.